Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait qu'apparemment Nvidia aurait vendu pour pas mal de RTX 3000 à des mineurs de cryptocurrency. Donc ça évidemment, beaucoup de personnes n'étaient pas très contentes de cette news-là, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus quand même complexe que ça n'y paraît. On a aussi évidemment les arrivées des RX 6800 Custom qui sont arrivées et qui sont pas mal impressionnante, même s'il y en a zéro en stock et que ça continuera à mon avis jusqu'en 2021. Donc ça c'est dommage, mais bon, c'est un petit peu, on va dire, habituel pour cette fin 2020, mais bon. Et on a aussi quelques news au niveau réparation de téléphones et des lois européennes en rapport avec ça, ce qui est plutôt intéressant. Commençons tout de suite. Vous avez une table des matières évidemment dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et comme ça, vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. La première news de cette semaine-ci, que je rajoute après avoir tourné ce Texama Show en réalité, vu que j'avais tourné avant la sortie des 3060 Ti. Donc j'ai pas la webcam ni rien. Donc c'est juste pour vous montrer que oui, elles sont sorties. Je pense que vous avez vu ma review. Donc si vous voulez voir le niveau de performance, vous avez aussi toutes les reviews. Vu que les modèles custom sont sortis en même temps, vous avez pas mal de reviews qui sont sorties. Donc comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre le lien vers ce résumé de toutes les reviews. Vous avez Cocotland qui en a testé plusieurs modèles, Hardware Cooking aussi qui a testé le modèle Founder Edition, donc n'hésitez pas à aller voir Overclocking aussi au niveau FR. Et sinon, je vous conseille notamment aussi toujours les tests. Toujours lire un maximum de tests, c'est bien, mais Hardware Unbox a pas mal de tests. Et vous avez aussi Gamer Nexus, qui sont deux, selon moi, très bonnes publications anglaises. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, en plus des performances, qui semble être vraiment au-dessus d'une 2080 Super, genre vraiment, là, il n'y a pas de débat, c'est plus puissant qu'une 2080 Super, c'est la disponibilité. Et ouais, comme d'habitude, c'est... Voilà, c'est plutôt complexe, mais en réalité, c'est pas aussi mauvais que d'habitude, parce qu'en réalité, même plusieurs jours après la sortie, elle est disponible sur certains sites. Genre, vous voyez là, il y en a une de disponible. Là, elle n'est pas disponible. Là, il y en a une autre de disponible. Le seul problème, comme vous pouvez voir, c'est que le prix, c'est pas trop ça. Genre, vraiment pas trop ça. La moins chère disponible que je peux trouver, moi, sur un site belge ici, c'est Alternate. C'était celle qu'on avait vue avant et elle était vendue voilà, 549 €. Et je vous rappelle, normalement, c'est une carte qui est vendue au minimum 419 €. Donc un modèle custom qui coûte un peu en dessous de 500 €, voilà, ça pourrait exister, mais 549 €, c'est clairement le prix d'une 3070, et même pas une 3070 de base, genre une 3070 déjà un petit peu mieux. Donc ouais, pour moi, je trouve ça trop cher, mais la disponibilité semble être mieux. Il y avait aussi pas mal de personnes qui ont pu les voir en magasin avant même la sortie, donc visiblement, ils en ont acheminé pas mal pour éviter ça, mais il n'y en avait juste pas assez. Après, tenez compte que c'est une carte qui est évidemment plus populaire que les 3070 ou 3080, vu qu'elle est plus abordable, et que du coup, il y avait plus de gens qui étaient intéressés de l'acheter, donc clairement... Ils ont essayé d'amener plus de stock, mais ça n'a pas suffi. Mais vous pouvez en trouver s'il y en a qui veulent vraiment. Mais honnêtement, je n'achèterai pas pour ce prix. Je trouve ça cher. 549 € encore, vous pourriez dire, ouais. Mais honnêtement, je trouve ça trop cher. Mais au-dessus de 600 €, ça devient juste de la folie. Bon, après, la 3070, c'est la même chose. La 3070, vous ne la trouvez pas à 519 €. Vous allez la trouver à 650, 700 €. Mais quand même, moi j'attendrai. Si vous pouvez attendre, attendez, parce que c'est juste n'importe quoi comme prix. Et ça ne vaut vraiment pas la peine de les acheter à ce prix-là. Enfin, techniquement, ça vaut la peine, parce que le seul truc qui avait un tel niveau de performance, c'était la 2080 Super. Et elle coûte plus de 700 €. Mais ouais, non, moi j'attendrai forcément. Du coup, la première news de la semaine qui a fait pas mal parler d'elle, c'est le fait que Nvidia aurait vendu pour 175 millions de dollars de RTX 3000 à des crypto miners, donc des mineurs de cryptocurrency, en particulier ici pour de l'Ethereum, pour ceux qui se demandent. C'est une cryptocurrency qui se mène encore assez bien avec les cartes graphiques, contrairement au Bitcoin, que genre, c'est plus très rentable, c'est même pas du tout rentable. Et apparemment, déjà, les RTX 3000 sont plutôt bonnes pour miner les cryptocurrencies. Il y a une bonne upgrade depuis la génération 2000 vers la génération 3000, certainement dû à l'augmentation du nombre de coups d'accord. Les cartes AMD, pour ceux qui se demandent, à côté de ça, elles ne semblent pas être beaucoup meilleures que les RX 5000. Donc, c'est-à-dire que visiblement, c'est pas celles qui vont être préférées par les mineurs. Donc, ma foi, ça donnerait un petit peu plus de stock pour les gamers. Mais en gros, il y a des analystes qui ont fait un rapport sur ce qu'a gagné Nvidia pour la fin de l'année. Donc, c'est ce qui arrive souvent avec des entreprises publiques.
qui ont des actions que vous pouvez aller acheter, c'est qu'ils postent leurs résultats. Bon, ils ne postent pas tout ce qu'ils font, évidemment, mais ils postent leurs résultats et vous pouvez un petit peu analyser derrière ce qui se passe. Et du coup, ça a été découvert que, comme j'ai dit, 175 millions de dollars viennent de la vente de cartes graphiques pour des cryptocurrencies. Donc ça s'est fait surtout en Chine. Apparemment, ça s'est fait certainement aussi avant même la sortie. Donc c'était des deals qui dataient d'avant la sortie. Et du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça représente au niveau carte graphique pour Nvidia, alors on ne sait pas le nombre de cartes, on sait juste le montant. Donc on ne sait pas si, par exemple, peut-être qu'ils les ont vendus plus cher aux crypto miners ou peut-être qu'ils les ont vendus moins cher. On ne sait pas trop, à mon avis, ce serait plus cher. Donc on ne sait pas le nombre de cartes, on ne sait pas quelle carte forcément a été vendue. Par contre, on sait que ça représente à peu près 6% des ventes de cartes graphiques pour Nvidia. Et ça, c'est toutes les cartes graphiques pour Nvidia. Donc ça inclut toutes les cartes graphiques GeForce. Donc ça inclut toutes les RTX 2000 qui sont encore disponibles, les GTX 1600, 1600 et tout ça. Donc toutes les cartes graphiques pour la fin d'année. Donc ça représente quand même pas mal de cartes, surtout quand vous tenez compte de tous les PC fixes montés avec des cartes Nvidia ou tous les PC portables avec des cartes Nvidia. Mais c'est quand même 6%, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Surtout que vous devez tenir compte que c'est pas 6% de toutes les RTX 3000. C'est 6% de toutes, comme j'ai dit, les cartes graphiques Nvidia GeForce en tout cas. Donc ouais, ça représente pas mal de modèles. Donc pour le moment, on n'a pas eu de réponse de Nvidia. En tout cas, j'en ai pas encore vu une pour le moment. Donc il faudra voir ce qu'ils disent là-dessus. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'analyser justement un petit peu les revenus d'NVIDIA pour voir s'ils ne peuvent pas trouver plus. Mais si ça se confirme vraiment à 100% qu'NVIDIA a fait ça et que ce n'était pas, par exemple, un deal spécial ou peut-être en partie une erreur d'analyse justement du reporter, c'est plutôt pas très bon, on va dire, pour NVIDIA. Évidemment, ça reste une entreprise et s'ils peuvent vendre une carte graphique, genre ils ont totalement le droit de dire « Oh, on vend notre carte graphique avant la sortie ». On fait des précommandes en quelque sorte pour des entreprises parce que c'est pas forcément vous et moi qui ont acheté ces cartes pour miner des cryptocurrencies. C'est plus à mon avis, des grosses entreprises qui s'occupent de faire ça. Et donc, s'ils ont décidé de faire ça justement avant, c'est dans leur droit. Mais c'est juste que pour nous, les consommateurs, surtout vu la situation actuelle, plutôt bof. C'est même très, 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 très bof. Après, il y a toujours comme quoi, je vous rappelle que cette nouvelle architecture est basée sur le nouveau processus de gravure de Samsung en 8 nanomètres qui a toujours du mal. Donc, il y a certainement une partie du manque de carte graphique qui est due à ça parce que je suis pratiquement sûr que Asus, MSI, Gigabyte et tout ça sont parfaitement capables d'en produire plus. C'est juste qu'il n'y a pas assez de GPU qui viennent et que si vous n'avez pas de GPU pour vous mettre sur votre carte graphique, ça ne sert à rien parce que c'est Nvidia qui fait le GPU, vraiment la partie principale de la carte graphique, donc le cerveau vraiment de cette carte graphique. Et s'il n'y en a pas de disponible, la carte graphique ne peut pas fonctionner tout simplement. Donc ouais, ça méritera d'être plus investigué. Genre, je vous tiendrai certainement informé la semaine prochaine parce que c'est quelque chose, selon moi, d'assez important. Et comme je l'aurais précisé encore une fois, donc d'ailleurs pour info, c'est RTX 3000, la RTX 3080 en particulier peut être jusqu'à plus de 2 fois plus efficace que les anciennes cartes, même surtout overclockées. Après, évidemment, il y a un jeu d'équilibre pour les crypto miners. Vous devez acheter évidemment une carte pas trop chère ou sinon c'est pas rentable. Mais il faut aussi qu'elle ne consomme pas trop d'électricité parce que l'électricité est le coût principal que vous avez pendant la durée de vie de la carte graphique, littéralement. Donc il vous faut une carte qui consomme pas beaucoup et qui coûte pas cher. Donc il y avait certaines personnes qui le disaient, c'est assez vrai. C'est pas forcément le plus rentable pour miner de l'Ethereum parce que par exemple vous avez les GTX 1070 qui commencent à dater un petit peu mais qui sont très efficaces encore pour les miner, beaucoup moins qu'une RTX 3000 mais la GTX 1070 consomme beaucoup moins et elle coûte beaucoup moins cher. Et vous pouvez trouver des vieux stocks de 1070 par-ci par-là que certaines personnes n'ont pas forcément besoin et il y a certaines personnes qui minent des cryptocurrencies avec, justement. Donc ouais, ça méritera d'être investigué. Mais une chose est sûre, il y a un problème là-dedans. Il y a clairement un problème.
Ensuite, un autre truc a fait un petit peu mini polémique, mais pas vraiment, enfin c'est un peu bizarre. En gros, Intel a sorti des slides marketing et ils ont fait une présentation sur le fait comme quoi ils avaient découvert que les processeurs AMD sur ordinateur portable, donc ça ne concerne pas les ordinateurs fixes, hein, je tiens à le préciser ici, que les ordi portables avec des processeurs AMD de la série 4000, donc les 4700U, 4800U et tout ça. D'ailleurs, ça ne semble que concerner les plus petits, donc les versions U, celles qui consomment 15 watts. Ils ont découvert que ces processeurs AMD nerfaient leur performance quand ils étaient sur batterie au tout début d'un test. Par exemple, vous lancez un rendu sur Adobe Premiere ou Cinebench, enfin pas Cinebench, mais sur, je sais pas moi, Blender, et pendant 60 secondes, votre CPU AMD va fonctionner à une plus basse fréquence et consommer moins, et puis après, au bout d'une minute, il va, pouf, d'un coup, se mettre à sa fréquence normale. Et ça pourrait donner jusqu'à 38% de performance en moins. Jusqu'à, c'est le maximum, je tiens à le préciser. Du coup, des gens étaient intrigués par ça, donc vous avez Ars Technica ici qui ont testé, et ça s'est confirmé, comme vous pouvez voir, le niveau de performance au début du test est plus bas, et puis hop, il remonte vers le haut, donc ça semble être très clairement confirmé. Il y a un autre test juste ici, comme vous pouvez voir, ainsi qu'encore une autre fois, un autre test ici. Et du coup, maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit en retirer de tout ça visiblement, oui, les processeurs Intel, et c'est même un truc que Intel a souvent mis en avant, c'est que eux, ils essayent de fournir le plus de puissance possible à quelqu'un quand il fait même une toute petite tâche pour que ça se fasse le plus vite possible. Donc, par exemple, vous chargez une image dans Photoshop, vous avez un pic de charge d'un coup pour charger l'image et puis ça rediminue. Donc, comme ce pic ne dure pas très longtemps, vous pouvez vous permettre que le processeur consomme plus, chauffe plus, parce que ça ne va pas durer très longtemps. C'est ce que fait Intel avec, vous avez le Quick Step et tout ça qui permet de très rapidement augmenter la fréquence et tout. Ils peuvent même permettre, avec leur processeur qui consomme 15 watts, de monter jusqu'à 25, voire 35 watts de consommation, mais pendant 30 secondes, hein, vraiment pour booster les performances. Donc c'est clairement quelque chose qu'Intel a toujours mis en avant de leur côté et c'est louable. Je vois aucun problème avec ça. Après, AMD n'a jamais dit qu'il cherchait à forcément faire ça non plus. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que oui, il y a quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment grave? Parce que la réalité des choses derrière, c'est que par exemple les 4800U, 4700U restent très performant, genre vraiment très performant. J'ai plusieurs laptops en test à l'heure actuelle. Vous aurez une vidéo qui arrivera dans le futur, mais vous allez le voir. Le 4700U, par exemple, c'est un Weaker. Et pour 15 watts, genre, yep, il est très, très, très puissant. Donc, au final, même avec la diminution de performance au début d'un test ou d'un rendu, et puis là, le fait que ça augmente après, il reste quand même très performant. Et c'est justement ce que disait Ars Technica ici. C'est qu'au final, si le processeur AMD est plus performant dans la durée, ça ne change pas énormément. Et puis aussi, un truc qu'il faut tenir compte, c'est sur batterie, tout ça. La plupart des gens sur batterie ne vont pas forcément... Moi personnellement, sur batterie, je préfère que mon ordinateur essaie de consommer moins, tout simplement, et soit peut-être un petit peu moins performant, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui est important. Essayer d'avoir le plus de batterie. Et si j'ai besoin de puissance parce que je fais un rendu Blender ou autre chose, je branche le chargeur. Ça me semble assez logique personnellement. Après, je vois aussi... C'est ça que je dis, c'est plus une différence de philosophie selon moi. C'est pas comme si AMD avait menti là-dessus parce que n'importe quel reviewer aurait pu tester ça et le découvrir. C'est juste que Intel dit « Hey, les reviewers, ils testent pas assez de tester un ordinateur portable quand il est sur batterie, justement. » Parce que c'est vrai, beaucoup de tests sont faits avec le chargeur branché parce que, en réalité, la plupart des gens vont brancher le chargeur s'ils ont besoin de faire quelque chose. Mais quand même, c'est quelque chose qui est notable, mais encore une fois, personnellement, et comme Ars Technica, je ne sais pas quoi faire de cette information. J'en parle juste parce que ça fait un petit peu une mini polémique ou je ne sais quoi, mais ouais. Personnellement, je vois pas trop le problème. Est-ce que vous avez un problème avec ça, justement? C'est ça que faut que je vois avec justement une audience, les gens qui seraient pour acheter un ordinateur portable comme ça. Est-ce que ça poserait un problème pour vous que le processeur sur batterie, pour économiser un petit peu de batterie, ne donne pas tout son maximum de performance tout de suite? Est-ce un problème?
Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, on a des news au niveau de la France. C'est rare ça. Et aussi un petit peu de l'Union européenne. Dès le mois de janvier 2021, vous allez avoir un indice de réparabilité qui va apparaître pour tout ce qui est PC, TV et tablette, un peu électronique générale, sur les appareils, donc sur leur emballage. Donc ça vous indiquera en gros, hey, j'ai acheté le dernier iPhone, quel est son indice de réparabilité? Ah bah il a un arrière en verre qui est glué, bah, ça enlève un petit peu en réparabilité. Ou alors vous avez un téléphone avec un arrière en plastique facile à enlever, mais là il aura un bon indice de réparabilité. Le but est très clair, permettre aux gens de voir directement sur l'emballage quand ils achètent quelque chose si c'est facilement réparable ou si c'est pas facilement réparable. Je pense que c'est une très bonne chose et que ça devrait être fait au niveau européen et ça normalement va être fait au niveau européen. Il y a une autre news juste après. Après évidemment il faudra voir qui définit cet indice de réparabilité. Hein. Il y a apparemment déjà plusieurs sociétés qui vont mettre un process en place où une entreprise pourra aller les voir et récupérer un indice. Donc on verra bien. Est-ce qu'on pourra croire cet indice de réparabilité? Ça pourrait être intéressant à voir. J'espère que par exemple iFixit, qui est un site très connu pour réparer tout ce qui est appareil, ils testeront justement cet indice de réparabilité. Ils regarderont, ok, genre Apple en France a eu tel indice de réparabilité. Regardons si c'est vrai, regardons si ça mérite ça. Évidemment, il y a une différence de philosophie. Hein. Certaines entreprises diront que c'est un 6 sur 10 pour un iPhone, et puis une autre entreprise dira non, c'est plus 7 sur 10. Donc, voilà, une note sur 10, c'est pour résumer, mais ça ne parle pas de tout. Il faudra voir aussi ce qu'il y a derrière. Mais au moins, ça permettra aux utilisateurs et aux consommateurs de savoir un petit peu mieux si quelque chose est plus facilement réparable. Et ça devrait influencer le marché parce que peut-être que certains constructeurs vont peut-être faire un petit peu exprès d'avoir un meilleur indice de réparabilité parce que ce sera un argument de vente. Donc ça peut être une bonne chose quoi qu'il arrive. Une news en rapport que je vais mettre juste là, c'est le fait que le Parlement européen a voté pour une nouvelle résolution pour information qui permet d'avoir un marché de l'électronique qui est plus durable. Donc essayer de faire en sorte justement que les appareils soient plus facilement réparables et tout ça. Et aussi que les gens puissent le réparer eux-mêmes ou en tout cas que des personnes tierces puissent les réparer plus facilement. Donc ça, c'est justement un grand débat qui est en ce moment avec Apple et qu'ils ont fait un peu plus d'efforts, mais que apparemment c'est un grand débat aussi chez Apple, genre en interne, où vous avez une partie des dirigeants d'Apple qui sont pour et une autre partie qui est contre. Et c'est le fait, de faciliter la réparation, donc fournir des pièces, par exemple, pouvoir acheter facilement des batteries certifiées Apple, pouvoir acheter facilement des capteurs photo certifiés Apple qui pourraient être dans un iPhone, ou plutôt qui viennent de la chaîne de production d'un iPhone, et que vous pouvez juste prendre, acheter, ouvrir votre iPhone, réparer facilement. Ou en tout cas, le réparer chez quelqu'un qui a été certifié par Apple. Donc ça, c'est selon moi quelque chose d'hyper important, surtout que Apple justement est un exemple parfait encore une fois, où ils disent vouloir être meilleurs pour l'environnement, ils utilisent de l'aluminium recyclé, ils font plein de choses, ils incluent pas le chargeur pour éviter les e-waste, mais en attendant, si votre smartphone est cassé et que vous ne pouvez pas le réparer facilement, ça devient du e-waste. Et ça, il y a énormément de smartphones qui traînent, qui ne sont pas réparés par les gens et qui pourraient être réparés très facilement. Si vous avez un smartphone d'ailleurs cassé que vous n'utilisez pas, il y a des associations certainement proches de chez vous qui les récupèrent et qui vous pouvez leur déposer. Et eux, ils vont se charger de le réparer. Ils ne vont pas vous le redonner. Hein. Ils le donnent par contre à des personnes qui en ont besoin justement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je ne peux pas vous donner une association qui le fait parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes partout dans la France. Il y en a certainement aussi au Maroc. Il y en a aussi à La Réunion, à la Guadeloupe. Il y a des personnes en Belgique, en France. Encore une fois en France, oui. En Suisse ou même au Québec. Donc, je ne peux pas donner une association à un. Même dans la France, il y en a d'en avoir plein partout. Donc, cherchez autour de vous. Il doit forcément en avoir. Et vous rendrez service à des personnes qui n'ont pas de smartphone. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. Il y a aussi un truc, selon moi, qui est assez important et qu'il faudra avoir dans le futur, c'est les mises à jour. Donc, les mises à jour d'Android. Est-ce qu'un téléphone continue d'être mis à jour un minimum? Selon moi, il devrait avoir clairement une loi européenne que n'importe quel smartphone ou appareil électronique de manière générale devrait être mis à jour
jusqu'à au minimum 2 ans après sa sortie. Parce que selon moi, c'est le strict minimum. C'est 2 ans de garantie de toute façon pour l'électronique en Europe. Il y a d'ailleurs des efforts pour encore un peu plus standardiser la garantie d'ailleurs pour l'électronique d'ailleurs. Normalement, au niveau européen, c'est 2 ans. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, en Belgique, nous, on avait ça depuis très longtemps, en réalité, les 2 ans. Et Apple s'est battu pendant pas mal d'années pour dire non, non, on ne vous donnera jamais 2 ans et payer juste des amendes ou je ne sais quoi. Vous savez qu'il y a un problème quand une entreprise peut juste payer une amende et que ça leur coûte moins cher que juste de le faire. Enfin bref, ouais, la garantie maintenant, normalement, pour l'électronique, c'est 2 ans minimum. Genre les smartphones, ordinateurs portables, c'est 2 ans minimum. Au niveau européen, en tout cas. Et certains pays peuvent décider évidemment de ne pas forcément le faire. Et du coup, bah, si l'ordinateur est garanti 2 ans, il devrait être garanti de mise à jour 2 ans aussi. Qu'est-ce que ça veut dire garantie de mise à jour? Il faudra le définir évidemment. Moi, selon moi, ça inclut une mise à jour de sécurité. Bon, pour un PC Windows, heureusement, Windows continue d'être mise à jour même après 2 ans, donc ça va. Mais par exemple, pour un smartphone, ouais, là, ça devrait être le cas. Au moins les mises à jour de sécurité pour 2 ans. Les mises à jour de fonctionnalité, c'est plus discutable, mais je pense que ça devrait être aussi le cas. Mais là, vous pourrez encore discuter. Enfin bref, du coup, yep, pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là. On verra ce que ça donnera, évidemment, si c'est bien implémenté, si les pays suivent aussi, parce que bien souvent, il ne faut pas oublier, quelque chose est décidé au niveau européen, et après, il faut que les pays le fassent à leur échelle. Hein. C'est pas parce qu'il y a une loi européenne que genre, vous pouvez juste... vous êtes obligé forcément de le faire en tant qu'entreprise, de respecter ça. Il faut que ce soit justement mis en place dans la loi de chaque pays, comme l'a fait justement la France avec le score de réparabilité. Donc on verra ce que ça donnera. Ça devrait aussi influencer le monde entier, ça c'est une bonne chose. Un peu comme quand l'Europe, voilà, plus de 10 ans, avait obligé les constructeurs de smartphones à utiliser un chargeur universel, chose qu'Apple n'avait jamais fait, mais en gros on était passés tous à du micro USB et ça c'était une bonne chose, même si le micro USB n'est clairement pas le meilleur connecteur. Je vous rappelle qu'avant l'arrivée du micro USB, Samsung avait un connecteur hyper long, il y en a qui avaient des jacks, enfin, c'était n'importe quoi. Donc ouais, moi je suis pour ce genre de choses, surtout si ça permet de changer au... Parce que le truc c'est, si vous devez rendre votre téléphone facilement réparable ou vous devez le mettre à jour pendant 2 ans ou autre chose, autant le faire pour le monde entier en fait. Genre beaucoup de marques vont pas s'embêter, ils vont faire un modèle pour le monde entier, donc ce sera bon pour la plupart des gens normalement. Ensuite, on a eu un petit leak d'une nouvelle puce M1 chez Apple, donc ce serait la M1X, qui serait du coup une puce encore plus puissante. Donc pour information, la puce M1 actuelle a 4 cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation. Et même avec seulement 4 cœurs haute puissance, la puce M1 se débrouille très très bien dans pas mal de tâches. Il y a même Linus Tech Tips qui a sorti une vidéo de test sur les performances et ouais, c'est très impressionnant. Évidemment, il faudra voir si les développeurs suivent derrière pour utiliser cette puissance pleinement. Mais même avec Rosetta qui émule des anciens programmes, ça marche plutôt bien. Je savais pas d'ailleurs ça, mais avec Rosetta, petit fun fact, par exemple, l'émulation pour faire tourner par exemple un programme Windows sur la version ARM de Windows, c'est vraiment de la merde. Ça tourne pas bien, ça supporte pas les apps en 64 bits, c'est juste... Mais Apple a fait un bien meilleur travail et là ça se voit que il profite du fait qu'il maîtrise pas mal de choses ici. Déjà il maîtrise la puce, il maîtrise le logiciel, il maîtrise tout en fait. Et du coup l'émulation marche beaucoup mieux. Ils ont même fait en sorte que en gros ils ne font pas une full émulation de processus. Il y a des choses qui sont sur la puce en tant que telle pour aider à l'émulation et du coup augmenter les performances. Et ça, c'est franchement très impressionnant. Donc, cette puce M1, comme on l'avait dit, à weaker, donc 4 haute performance, 4 basse performance, ou plutôt haute efficacité. Donc là, il passera à 12 cœurs, cette M1X, et du coup, il aurait weaker haute performance. Donc, cette puce serait plus destinée au MacBook 16 pouces, ou voire même le 15 pouces en réalité. Enfin, non, il me semble que le 15 pouces va disparaître au final vu qu'il y a le 16 pouces. Ouais. Donc ce serait destiné au 16 pouces, MacBook Pro et peut-être d'autres petits appareils, peut-être un Mac mini encore un peu plus puissant ou éventuellement aussi les iMac, ce serait logique. Et avec Weaker, ce serait franchement une puce très performante. J'espère aussi qu'ils vont augmenter la partie graphique parce que ça, c'est quelque chose qui est
franchement pas mal hein, sur la puce M1, mais ça ne rattrapera pas une vraie carte full dédiée que vous pouvez trouver justement même dans un MacBook 16 pouces. La RX, c'était la 560, il me semble, reste beaucoup plus puissante que la puce M1. Donc ça, c'est quelque chose que Apple va devoir aussi suivre derrière. Donc, du coup, au niveau TDP, donc l'enveloppe thermique, pour ceux qui se demandent, donc la puce M1 consomme, au final, elle est censée consommer 15 watts, elle consomme moins 15 watts, c'est plus 8, 13, des fois 15 watts, oui, mais elle consomme vraiment pas beaucoup. Donc là, cette puce M1X, en toute logique, si on rajoute 4 cœurs haute performance, devrait consommer une vingtaine de watts. À mon avis, le TDP va être indiqué à 25 watts, ce serait le plus logique. Après, les MacBook Pro, pour information, ont des processeurs actuellement avec un TDP de 45 watts. Et la plupart du temps, doivent fonctionner à 35 watts. Donc vous voyez qu'il y a largement la marge. Donc s'ils décident juste de prendre exactement le même MacBook Pro 16 pouces, juste changer la carte mère avec justement une puce M1X dessus, genre ils n'auraient pas grand chose à modifier. Ils pourraient même mettre plus de batterie. Le refroidissement, honnêtement, ils pourraient même le rendre plus petit. Même si je pense qu'ils ne devraient pas. Mais ouais, faudra voir aussi. Il faut savoir qu'il y a toujours la possibilité qu'ils puissent mettre une carte graphique de chez AMD. Il n'y a rien qui empêcherait de le faire. Il faudrait faire des petites modifications, mais il n'y a rien qui empêcherait dans le principe de le faire. Il faut juste que macOS le supporte pleinement, mais il pourra le faire. Donc ça, on verra bien aussi ce que ça donnera. Moi aussi, le truc que j'attends, c'est cette puce M1, une version dérivée évidemment, parce que M1 c'est pour Mac, hein, forcément. Donc je me demande aussi ce que ça donnera si on a une puce A14X peut-être, ou je ne sais quoi, qui est très proche de la puce M1 pour les iPads. Ça pourrait être très intéressant aussi, mais bon, on verra bien. Ensuite, une petite news un petit peu en rapport. Windows, ou plutôt Microsoft, prévoit avec Project Latte, oui, je ne sais pas pourquoi un tel nom, de pouvoir faire tourner des applications Android sous Windows. Et ça c'est très intéressant. Alors, en réalité, il y en a qui vont être en mode « Oh, mais c'est déjà possible. Avec Blue Shark, ça existe ?» Oui, c'est déjà possible. Mais après, Blue Shark est un petit peu de la... Hein, honnêtement. Quand vous l'installez, ça installe plein d'autres trucs. Je vous déconseille d'installer Blue Shark, vraiment. Mais c'est possible. C'est juste un émulateur, en gros, qu'il vous faut. Il vous faut quelque chose qui va émuler l'environnement dans lequel tourneraient normalement ces apps. Donc ça, c'est quand même différent de ce que fait Apple du coup avec la puce M1, parce que la puce M1 est une puce ARM et peut faire tourner nativement toutes les applications iOS sur les nouveaux MacBooks. Donc c'est totalement différent ici. Non, ici on parle que Windows ferait, comme j'ai dit, un émulateur pour app Android dans Windows. Ce serait pas si compliqué en réalité quand on y pense, parce que ça existe déjà. Vous avez des kits développeurs de Google et tout ça qui permettent d'émuler une application pour la développer et tout. Après, le plus compliqué, ce serait de le faire correctement et que les performances soient suffisamment bonnes pour que ça vale la peine. Donc c'est là que ça va devenir un peu plus complexe. Mais je pense que c'est une chose qui devrait clairement travailler. Parce que ça leur donnera un avantage non négligeable. Parce qu'imaginez, et seraient disponibles du coup ces applications dans le Windows Store. Donc oui, ça leur permettrait d'avoir plus d'applications dans le Windows Store aussi. Bon, après, ils devraient améliorer le Windows Store vu que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde, franchement. Là, je ne me retiens pas de le dire. Si vous avez déjà utilisé le Windows Store, vous savez de quoi je parle. À chaque fois que je dois l'utiliser, ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. C'est juste horrible. C'est incroyable après autant d'années que avec une entreprise avec autant de moyens, n'arrive pas à faire un store potable. Je dis bien potable, il n'est même pas potable. C'est juste, il marche pas, moi, la plupart du temps. Je cherche quelque chose, je trouve pas. Je vais dans ma bibliothèque de logiciels, il m'affiche pas les logiciels correctement. Je lance un téléchargement, il y a une erreur. Je relance, ça marche. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est totalement aléatoire. Bref, ça devient une vidéo de moi qui suis en train de me plaindre de Windows Store. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne chose, j'espère que ça arrivera et que ça marchera bien et je ne manquerai pas de le tester quand ça arrivera. Ensuite, on a une news au niveau d'Amazon et Amazon Sidewalk. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui fait un petit peu peur. C'est quelque chose qui va seulement arriver pour le moment aux États-Unis, mais pour arriver autre part, après vous allez voir qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes juridiques. En gros, le principe est le suivant. N'importe quel appareil Amazon Echo et tout ça,
pourront se connecter à un réseau avec une basse bande passante. Donc on parle ici de, il le disait, 80 kilobits, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pour les setups ou pour les faire fonctionner, même quand vous n'êtes pas forcément chez vous. Donc par exemple, imaginez un collier connecté de votre chien, s'il se sauve, comme il y a le Sidewalk, donc le réseau Sidewalk, même s'il est chez votre voisin ou même 2 rues plus loin, comme il est connecté quand même au réseau, vous pourriez le retrouver sans avoir de 4G, 3G ou autre chose. Et en gros, le côté justement qui pose problème, vous le voyez arriver, d'où vient ce réseau? C'est les appareils Amazon qui le fait. Donc ça veut dire que tous vos appareils Amazon, en gros, généreraient ce réseau passif qui tourne en permanence pour pouvoir setup ou utiliser des choses Amazon plus facilement, mais y compris, pas juste les vôtres, y compris ceux de votre voisin. Donc si vous avez une caméra de sécurité à l'avant de votre maison, il y a un réseau qui communique et qui permet à quelqu'un qui setup quelque chose peut-être sur le bord de la route à côté de votre maison, d'en profiter et de le setup plus facilement. Alors, dans le principe, c'est toujours Amazon, hein, ils sont en mode « Waouh, c'est génial, ça simplifie la vie, c'est cool ». Maintenant, parlons de tous les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Premier problème, sécurité. Forcément, ça semble logique. Si tous vos appareils se mettent à faire un réseau littéralement public, comme ça ouvre pas mal de problèmes de sécurité, parce que même s'ils vont dire « Oui, non, c'est sécurisé, tout ça », il suffit qu'il y ait une faille de sécurité et quelqu'un arrive devant votre maison, il a un truc sidewalk où il se connecte, et puis en réalité, c'est quelque chose qui utilise la faille, et hop, il est dans votre réseau, ou il est sur votre caméra de sécurité, il la désactive, il désactive le verrou de votre porte, parce que Amazon a des verrous de porte connectés, et puis il rentre chez vous, il pique tout, il repart, il rallume les caméras, et vous n'avez rien vu. Ça, c'est déjà un gros problème. Deuxième problème que je vois, c'est d'utiliser votre connexion. Genre d'où ils se permettent d'utiliser la connexion, même si c'est 80 kilobits, d'où ils se permettent. Et un troisième aussi problème qu'il y a, c'est que c'est activé par défaut. Donc vous pourriez vous dire, mais c'est pas activé par défaut, il suffit de l'activer. Non, c'est activé par défaut. Par défaut, ça peut utiliser votre connexion. Et ça me fait beaucoup penser à un truc qu'on a en Belgique, qui doit exister aussi en France, mais en Belgique, on a un opérateur qui s'appelle Proximus, c'est l'opérateur historique de la Belgique. Donc c'est-à-dire que c'était le premier opérateur, littéralement. Il s'appelait Belgacom avant. Il domine le marché parce que en fait, ils appartiennent à l'État et qu'ils profitent de leur position dominante, et que les politiciens belges n'ont visiblement pas envie de changer les choses, et que c'est pour ça qu'on paye énormément cher pour les connexions Internet en Belgique, enfin bref. Et du coup, par défaut, si vous avez une connexion terrestre Proximus à la maison, vous avez un réseau public Wi-Fi qui est créé automatiquement. Et le but de ce réseau Wi-Fi, pour information, c'est si vous êtes client Proximus, vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle ville, et vous connecter à ce réseau pour avoir Internet. Mais ça utilise la connexion Internet des gens. Et par défaut, c'est activé. Moi, je l'ai désactivé. Mais ça me fait énormément penser à ça. C'est même, franchement, c'est assez similaire à ça. Parce que les réseaux sont quand même séparés, il faut le savoir. Le réseau ici, Sidewalk, c'est un autre réseau Wi-Fi. Ils ne tournent pas, ils vont pas se connecter à votre Wi-Fi. Mais, comme je le dis, c'est quand même un problème parce que ça utilise quand même en partie vos appareils, et du coup, s'il y a une faille de sécurité, ils peuvent rentrer dessus. Mais ouais, énormément de problèmes que je vois. Oui, ça, genre, quand vous voyez la description du truc, vous êtes en mode, waouh, c'est trop bien. Genre, oui, ça permet de simplifier la création des trucs. Ça permet de ne pas avoir de connexion 3G ou 4G pour faire fonctionner des appareils en dehors de chez vous. C'est génial sur le principe. Et les sacrifices que vous faites derrière, je ne sais pas si ça vaut la peine, franchement. Ensuite, on a une petite news niveau space, espace. On a la Chine qui a lancé le premier satellite 6G en orbite. Et vous allez me dire, mais attends, on vient pas juste de commencer à déployer la 5G, et puis genre, il y a pas mal de débats sur la véritable utilité de la 5G, notamment les débits en haute fréquence. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le truc, c'est pas de la 6G, ok? Le truc, c'est la 6G n'existe pas vraiment encore pour le moment. Ils n'ont pas encore défini les specs de cette 6G. Donc, en gros, vous avez beaucoup d'acteurs du marché qui se mettent ensemble, qui se disent, OK, pour la 6G, on va dire qu'elle a telle fréquence, OK? Elle utilise tel... On essaye aussi de viser un tel débit, on essaye de viser une telle latence. Ils se définissent les caractéristiques, et puis après, ils certifient ça. Et puis après,
les constructeurs de smartphones et tout ça peuvent commencer à construire des choses compatibles avec ces specs. Là, évidemment, la 6G, on n'en est pas encore là. Donc, en gros, ils ont lancé un satellite qui transfère à hyper haute fréquence. Là, on parle en terahertz. Donc, pour information, par exemple, votre Wi-Fi pour votre téléphone ou votre ordi portable, vous avez le 2,4 GHz. Puis, vous avez le 5 GHz. La 4G, c'est aussi en à peu près 5 GHz, si je me souviens bien. La 4G plutôt, oui. La 5G, vous avez différentes bandes passantes, enfin différentes fréquences disponibles. Donc vous avez notamment une qui est assez répandue, c'est du 6 GHz, si je me souviens bien. C'est pour ça que vous avez un peu plus de débit, vu que ça monte à 6 GHz, vous pouvez faire passer plus d'informations dedans. Mais c'est au détriment évidemment de la portée. Puis vous avez la 5G, la vraie 5G qu'on va l'appeler, qui là utilise des bandes passantes beaucoup plus hautes, ou plutôt des fréquences beaucoup plus hautes. Donc là, on parle de 20, 40 GHz, même aux États-Unis jusqu'à 60 GHz. Le problème par contre là, c'est qu'à 60 GHz, vous avez un être humain qui se met entre vous et l'antenne, ça passe plus, tellement ça a du mal à pénétrer à travers les choses. Ce qui peut être une bonne chose quand on y pense, vu que ça veut dire que ça aura du mal à même rentrer dans votre maison pour vous faire du mal, je suppose. Bref. Et du coup ici, terahertz. Donc là, on était à 60 GHz. Terahertz, c'est 1000 GHz. Et c'est plusieurs terahertz. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça va marcher au moins c'est la raison pour laquelle c'est envoyé en orbite en fait. Si vous le mettez en orbite, vous évitez un des gros problèmes de la 5G haute fréquence, c'est genre le relief, les bâtiments et tout ça. Parce que si l'antenne est même bien placée au-dessus d'un immeuble, il suffit juste justement qu'il y ait un autre immeuble dans le chemin et hop, plus de connexion. Donc vous devez mettre des antennes partout. Mais imaginez si vous vous mettez en orbite dans un satellite. Mais là, vous avez beaucoup moins le problème. Pour la simple et bonne raison que le signal va venir d'au-dessus de votre tête, ou en tout cas avec un angle d'attaque beaucoup plus important. Comme si c'était sur un énorme immeuble qui fait littéralement des centaines de kilomètres de haut. Et donc, oui, ça sera beaucoup plus facile à atteindre les gens, en tout cas, pour avoir une bonne connexion. Maintenant, il y a beaucoup d'interrogations. C'est genre, et s'il y a un nuage qui se met dans le chemin, genre un nuage, il y a de l'eau dedans, hein? Est-ce que ça suffirait pas à juste complètement couper la connexion? Il y a plein d'interrogations comme ça. On pourrait voir aussi quand même une utilité, peut-être avoir une antenne 6G sur le toit de votre maison, imaginez. Et comme ça, vous avez votre connexion avec ça. Ça pourrait être pas mal. Surtout que la 6G, pour information, a beaucoup plus de bandes passantes forcément que la 5G. Et la 5G peut monter très très haut, hein, pour information. Donc là, c'est au-delà même des connexions en fibre optique qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est pour dire. Mais bon, il y a beaucoup de problèmes. À mon avis, c'était juste pour faire un petit peu le buzz qu'ils ont fait ça. Mais comme il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a même des gens qui m'ont passé l'article. Voilà, pour ceux qui se demandent. Beaucoup de vent, pas grand-chose. C'est cool. On verra ce que ça donnera dans le futur, toutefois. Et enfin, dernière news, c'est au niveau de SpaceX. Je vous rappelle que ils sont en train de faire leur prochaine fusée et notamment la partie haute de leur fusée ils ont pas mal progressé sur les tests. Donc c'est Starship. Donc c'est un second étage de fusée qui est 100% réutilisable, qui en gros décolle avec le booster, finit en orbite, largue son satellite et peut redescendre à travers l'atmosphère et atterrir comme si de rien n'était au sol. Et du coup, pour ça, ils ont besoin justement de petites ailes. Vous voyez, il y a des petites ailes qui sont pas si petites que ça en réalité, et puis d'ailerons. Et en gros, là, je vous l'avais montré il y a quelques temps, il est full assemblé. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de grue et tout ça autour, donc on le voit très clairement. C'est quelque chose d'assez énorme. Pour information, il fait 8 mètres de diamètre. Hein. Donc là, entre le point de ma souris à droite là et le point de ma souris à gauche, il y a 8 mètres. Donc c'est très, très grand. Et en gros, maintenant, ils vont passer au test, selon moi, qui est le plus intéressant. C'est le test où ils vont voler 15 km. Donc, ils vont décoller jusqu'à 15 km d'altitude, laisser tomber le Starship. C'est le SN8 pour information ici. Il va passer à travers le gros de l'atmosphère, vu qu'il n'est pas si haut que ça en réalité. Il n'est pas encore au port de l'espace. Ils vont tester justement, voir si ces petites ailes arrivent à bien contrôler le Starship dans sa descente. Pour information, ça permettra de le garder bien droit comme il faut. Et c'est ça le problème aussi avec la réentrée, pour ceux qui ne savent pas. C'est quand vous revenez de l'espace, votre plus grand problème, c'est que vous allez trop vite.
Et le truc, c'est que c'est pas comme sur Terre où vous pouvez juste utiliser des freins ou autre chose. Non, vous devez littéralement freiner avec l'atmosphère de la Terre qui, du coup, comme vous êtes tellement rapide, vous fait chauffer à des températures complètement abusées. Donc là, c'est le cas pour ceux qui se demandent. Et donc, ces petites ailes lui permettent de bien contrôler sa descente et d'essayer de faire en sorte de se débarrasser de cette vitesse correctement sans soit complètement brûler dans l'atmosphère ou soit ne pas descendre correctement et juste rebondir sur l'atmosphère, ce qui est tout à fait possible. Donc, yep, c'est quelque chose d'assez important. Donc ça, ils vont le tester. Et puis après, il doit faire un petit flop, c'est un belly flop, c'est un peu particulier, mais il doit genre se remettre les moteurs en avant pour pouvoir les allumer et descendre juste comme les Falcon 9 sur le sol. Donc, beaucoup de choses à tester. Il y a apparemment aussi le fait qu'ils doivent tester. Il y a plusieurs réservoirs à carburant dans ce Starship. Parce que le problème, c'est comme vous devez bien vous en douter, comme la fusée va pas être, ou plutôt ce second étage ne va pas être forcément droit, le carburant ne va pas forcément correctement dans les moteurs. Donc il vous faut des deuxièmes réservoirs de carburant qui sont beaucoup plus petits et qui vous permettent de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ça permet aussi de bien répartir le centre de gravité, parce que aussi le problème, c'est quand le second étage est plein, il y a beaucoup de carburant en bas, il y a peut-être le satellite en haut, mais quand il revient sur Terre, il n'y a plus le satellite en haut, donc il a perdu de la masse en haut, mais il y a toujours du carburant en bas, donc il faut équilibrer ça. Donc ils doivent tester le fait de relancer le moteur avec justement ces autres réservoirs. Il y en a un là et un là-haut, pour information. Ils doivent tester justement les surfaces de contrôle, donc les petits ailerons et tout ça, voir si tout va bien, et ils doivent arriver à atterrir. Donc en gros, il y a peu de chances que ça marche correctement. Il y a vraiment peu de chances que ça marche correctement. Mais c'est pas grave, c'est un modèle de test, c'est juste purement pour du test ici. Il n'y a aucun être humain à bord, évidemment, aucun satellite même à bord, c'est juste purement du test. Et pour information, pour ceux qui se disent « Oh, mais c'est dommage s'ils le détruisent », ils ont déjà le SN9, genre pratiquement assemblé, qui attend un peu plus loin, donc c'est pour dire. Ils les construisent à une vitesse assez folle. Donc ouais, vraiment hâte de voir ça. Personnellement, c'est quelque chose que je suis beaucoup en réalité. Je fais pas beaucoup dans les Texama Show parce que c'est intéressant, mais j'ai pas envie de vous spammer avec ça. Donc je vous en parle justement quand il y a seulement des trucs vraiment intéressants. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.